Autour de nous, les grondements sourds des obus qui nous parviennent nous signalent que la trêve des armes concerne peu de secteurs. Nous sommes incapables de deviner qui tire sur qui. La seule direction non impliquée dans le conflit est un secteur situé légèrement sur notre gauche. On choisit donc de se diriger vers cet endroit. La position ennemie, celle où des Allemands nous ont tenu tête la veille, est légèrement en retrait, sur le piton qui nous fait face. Le calme qui règne dans cette zone nous étonne. S'ils sont encore là, ils doivent nous observer depuis un petit moment déjà. Pourtant, nous ne voyons rien bouger. On continue à avancer avec une extrême prudence. À une distance de 50 mètres, l'hypothèse du retrait ennemi est prise au sérieux. À cette distance, il aurait dû ouvrir le feu. En nous déployant autour de la position, nous avançons en rampant sur la neige. Si c'est un piège, dans quelques instants, nous ne serons plus de ce monde. Arrivés à une dizaine de mètres de notre objectif, nous partons à l'assaut. Et toujours pas de mouvement en face. Derrière les sacs de sable, 9 corps gisent au fond. 5 Allemands égorgés sont à moitié ensevelis par la neige et 4 hommes de notre compagnie semblent être encore vivants. Ils dorment profondément, visiblement morts de fatigue. Il faut un certain temps pour les réveiller, tant ils sont épuisés et transis de froid. Nous les aidons à se lever et à marcher jusqu'à notre campement. Pour l'un d'eux, les combats sont finis. Le froid lui a fait perdre l'usage des bras et des jambes. Quant aux autres, ils reviennent de loin. Tout comme nous, ce groupe a perdu le contact avec le reste de la compagnie. Manquant de nourriture et de munitions, ils ont tenté leur dernière carte en s'attaquant dans la nuit à la position allemande. En fait, ils ne savaient pas au départ qui la tenait, pas plus qu'ils ne savaient où se trouvaient nos lignes. L'épuisement a fait le reste. Ils se sont endormis sans s'en rendre compte jusqu'à ce que nous les surprenions dans leur sommeil. Par ce hasard de la guerre, nous formons maintenant un groupe un peu plus consistant. Nous pouvons dès lors envisager de nouvelles formes de combat. Néanmoins, notre situation tourne à la catastrophe. Avec l'extension de notre groupe, la survie alimentaire de notre petite communauté sera dorénavant délicate à gérer. Après l'inventaire, la conclusion est simple. Nous tiendrons 2 jours tout au plus. Au-delà, nous entrerons dans la période critique. Si nous ne savons pas combien de temps il faudra à nos renforts pour nous rejoindre, nos ordres ont été de consolider nos positions et de passer ensuite à l'offensive. Et notre sergent compte appliquer les ordres à la lettre, quoi qu'il arrive. Étant le plus gradé du groupe, nous lui devons obéissance. Les Allemands, hurle à la mort à un de nos hommes postés dehors. C'est le début de l'après-midi. Les soldats allemands se dirigent effectivement vers nous, là où nous ne les attendions pas. Ils avancent en face du blockhouse, alors que nous pensions qu'ils viendraient de la direction opposée par l'arrière. Un des prisonniers regarde par la lucarne et d'un air triste nous dit « Chasseurs de montagne, eux, très difficiles. » Le sergent désigne 4 hommes pour prendre position en retrait sur la place forte située sur les pitons, où le matin nous avons trouvé nos camarades endormis. Ils prennent des armes, des munitions et de la nourriture. Ils assureront notre couverture dans le cas probable où l'ennemi tenterait de nous attaquer à revers. Un de nos soldats tiendra en respect les prisonniers avec un FM. 5 d'entre eux nous défendront le blockhouse, tandis que les autres s'occuperont de servir les tireurs. Quant à moi, je me vois confier le tir à la mitrailleuse. Devant nous, les chasseurs allemands, une centaine d'hommes, progressent dans notre direction sans se douter apparemment du dernier changement de locataire. Lorsque le groupe de tête est distant d'environ 150 mètres, le sergent m'ordonne d'ouvrir le feu.
Auparavant, je me suis concentré longuement sur la mise au point de la mitrailleuse. Une sacrée arme, une arme imposante. Dès la première rafale, je constate que la précision est remarquable, car une dizaine d'hommes sont fauchés. Puis j'arrête le tir. Tous les soldats se sont couchés sur le sol en entendant le crépitement de l'arme. Le silence qui s'ensuit dure à peine quelques secondes avant que les Allemands ne se ressaisissent. Et d'un coup, les ordres fusent dans le camp ennemi. On ne comprend rien à ce que les Allemands crient, mais on ne se fait pas d'illusions. Il ne s'agit pas d'une invitation à se rendre à la fête du régiment. Je guette leurs mouvements. Le premier soldat qui lèvera la tête sera immanquablement gratifié d'une rafale de mitrailleuse. Ils se déploient en rampant. Il nous est difficile de faire quelque chose, ils sont trop bien dissimulés par la neige et les aspérités du sol. Nous sommes tendus, inquiets. Pour nous, il est hors de question de les laisser se rapprocher. Nous devons maintenant ou jamais leur infliger le maximum de pertes, sans quoi nous ne tiendrons pas longtemps. Je sais que ce jour sera mon dernier jour. À 9 contre 1, le rapport écrasant est en leur faveur. Nous tiendrons jusqu'au bout de nos forces. Ce ne sera pas suffisant pour stopper les chasseurs. Mais il ne faut pas s'inquiéter par ce qui surviendra après. Nous devons nous concentrer. Ne pas oublier un seul instant surtout la remarque du prisonnier. Chasseurs de montagne, eux, très difficiles. Les Allemands se préparent à engager la riposte, calmement peut-on dire, à cause de leur parfaite coordination. Les FM et les tireurs d'élite se mettent en position, tandis que les fantassins font mouvement sur les flancs. Leur dispositif occupe un large périmètre. Ils sont dorénavant moins vulnérables. Visiblement, nous n'avons pas affaire à des amateurs. Mon axe de tir couvre le centre et comprend essentiellement les FM, mais pas les fusils à lunettes. Je ne suis pas tranquille de savoir que ces hommes ne sont pas dans mon camp de tir. Je commence vraiment à me sentir mal à l'aise. Cette position défensive ne me convient pas. Je pense à la nuit prochaine. Si nous tenons jusque-là, notre vulnérabilité atteindra son point culminant. Les Allemands s'infiltreront dès lors avec la facilité d'un renard dans un poulailler. Pratiquement au même instant que nos adversaires jouent le feu sur les FM. Notre puissance de feu montre rapidement ses limites. Sur les côtés, les soldats allemands parviennent à se déplacer sans que nous puissions les arrêter. Nous ne sommes pas assez nombreux pour couvrir l'étendue croissante de la position ennemie. Certes, nous avons infligé des pertes aux assaillants et fixé leur position centrale. Mais nous avons eu déjà à déplorer 2 morts 10 minutes après le déclenchement des hostilités. À ce rythme-là, nous serons décimés dans l'heure suivante. Sergent, dit Barazini, si on essayait de riposter avec des mortiers allemands. Ce n'est pas une mauvaise idée. Caporal-chef, envoyez quelqu'un récupérer le groupe de l'arrière et occupez-vous avec eux des mortiers. Barazini désigne 2 soldats et les envoie chercher nos camarades en exigeant d'eux qu'ils rapportent toutes les pièces de mortier disponibles sur le Piton. Quand le groupe revient, le caporal-chef prend aussi les mortiers en stock dans le blockhouse et sort placer les pièces. Moins d'un quart d'heure après, le tir de mortier s'abat en cadence sur nos adversaires. Après quelques tâtonnements et quelques rectifications de tir, les mortiers font des dégâts si importants dans le camp adverse que les chasseurs allemands se replient. Nous venons de gagner un répit. 6 fois ensuite, avant la nuit, les Allemands tentent de trouver la faille, et 6 fois ils sont rejetés hors de notre portée. Nos adversaires attaquent à l'économie, en vie humaine, car ils auraient pu venir à bout de nos positions. La nuit tombe brutalement dans ces montagnes. Nous sommes certains que nous ne verrons pas le jour se lever. À moins d'un miracle, les redoutables chasseurs allemands occuperont notre position avant l'aube. La garde à l'extérieur du blockhouse est établie à tour de rôle. La nuit, le froid est trop intense et la surveillance n'excède pas 2 heures pour chaque garde.
De plus, le sergent a été formel. Au moindre signe de fatigue, la garde doit impérativement se faire remplacer. Il est évident que les Allemands ne vont pas s'en tenir là et que nous aurons besoin d'une équipe de garde en parfait état de remplir sa mission. Si le froid agit sur nous, il agit tout autant sur nos adversaires qui, en conséquence, n'attendront pas une éternité pour se mettre en mouvement. À 11h05, précise de la nuit, le groupe de garde ouvre le feu. En quelques secondes, la moitié de notre unité est dehors pour apporter son soutien à nos camarades. Je me mets à mon poste devant la mitrailleuse. Dans quelques secondes, un de nos hommes tirera une fusée éclairante que nous avons dénichée dans le stock allemand. Dès que la fusée diffuse sa lumière blanchâtre, je crie un cri de soulagement. Il s'en est fallu de peu. Les chasseurs sont à moins de 30 mètres de nos positions. J'ouvre le feu sans interruption jusqu'à l'extinction complète de la lumière. Les Allemands ajournent l'attaque. L'alerte a été chaude. 2 hommes du groupe extérieur sont sérieusement blessés et saignent abondamment. Un autre a eu moins de chance. Il a reçu plusieurs balles dans la poitrine et est mort sur le coup. Le sergent ordonne que le tir des fusées sera dorénavant confié directement aux hommes de garde, dont le nombre augmentera. L'attaque allemande a montré que les groupes adverses ont été consistants sur les flancs. Ils risquent, sous l'effet du nombre, de déborder facilement la garde en la prenant de vitesse. Je prépare un pistolet mitrailleur allemand et quelques chargeurs que je mets près de moi au cas où mon serveur serait touché et que la mitrailleuse me lâche. Je sais, nous savons tous qu'il viendra un moment où l'offensive adverse sera la bonne. Dans cette certitude, chacun de nous a l'intention de se défendre jusqu'à la dernière cartouche. Mais chacun veut retarder l'échéance en se munissant de plus de munitions possibles. Ceux qui partent à l'extérieur prennent quantité de grenades et de munitions. Pourtant, aucun ordre n'a été donné dans ce sens. Tout le monde se doute bien que nous livrons là nos dernières batailles. Peut-être la dernière. À la première offensive, j'ai le sentiment ou le pressentiment que les Allemands sont décidés à abréger notre calvaire. La densité de leurs tirs me donne raison. Dehors, le sergent a fait envoyer plusieurs fusées éclairantes. Le fracas des grenades ennemies se rapproche et les combats font rage. Les explosions de grenades se mêlent aux rafales. Ils prennent des risques considérables en essayant de parvenir au plus près de notre position. Ils se lancent à l'assaut par vagues successives en se protégeant par un feu nourri ou FM. Je ne compte plus ces assauts qui leur ont permis de se rapprocher sensiblement et de consolider leur position. Combien de temps dure ce duel? Je ne saurais le dire exactement. La dernière fusée éclaire le ciel en émettant des couleurs scintillantes sous l'effet de la pluie fine qui s'est mise à tomber. Puis, aussi lentement que l'extinction de la lumière artificielle, les coups de feu s'espacent. Mon serveur a reçu une balle dans l'épaule gauche et je m'en suis pas aperçu. Il souffre atrocement mais se refuse à abandonner son poste. Profitant de l'accalmie provisoire, Djilali sort rapidement du blockhouse pour prendre des nouvelles du groupe, placé à l'extérieur. Il revient catastrophé, entraînant un blessé avec lui. L'extérieur n'est plus défendu que par 2 hommes. Les autres sont soit morts, soit touchés et hors de combat. Barazini et Djilali vont récupérer les blessés. Cette fois, nous en sommes certains. La prochaine offensive sera le coup de grâce. La suite demain à la même heure. Vous pouvez vous abonner.